Bienvenue sur notre site du Pont du Coudray. Je vais tout d'abord me présenter, donc Alain Gobet, je suis vice-président à la communauté de communes Vallée de l'Odon et je suis en charge de la transition énergétique. Donc ça fait maintenant 1 an et demi, nous organisons des conférences dédiées aux questions de la transition. Dans un premier temps, ces conférences étaient plutôt destinées aux élus. Et puis, au fil du temps, du coup, on a élargi et on l'a proposé aux habitants. Donc voilà, on a déjà quelques conférences derrière nous. Et notamment sur la production d'énergie renouvelable. Là, maintenant, ce cycle-là est fini, donc on va passer à autre chose. Ce soir, ça va être sur l'alimentation. La prochaine, ce sera sur l'habitat. Et puis, ainsi de suite, on aura... Ce n'est pas les thématiques qui manquent dans ce domaine. Donc on en trouvera bien. Donc à travers ces animations territoriales, ce qu'on souhaite, c'est créer surtout des moments d'échange. C'est ça qui nous motive pour parler des actions au quotidien et faciliter l'acculturation sur les questions de transition énergétique et écologique. Ce soir, nous allons parler alimentation. Et pour cela, je peux compter, en tout cas, sur 5 intervenants. Je vais commencer par nos 2 agriculteurs, Mathilde Vermès et François Bizel. Raphaël Biraud de Fissatis, Mathilde Beny de Bouche-ton-Coq, et enfin Pierre Coffetier de la MAP de Vieux. Donc voilà. Alors c'est des conférences qui se veulent interactives, puisque le but c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'échanger. Donc ils vous feront des présentations bien sûr, mais après vous aurez tout loisir de pouvoir échanger avec les intervenants. Antoine Vincent. Oui. Chef d'orchestre. Ah, j'aime bien ça. Maître du temps. Ah oui, ça c'est plus dur. C'est plus dur. Peut-être pas ce soir, mais il y a eu des soirées un peu compliquées. Ben, on compte sur vous pour pouvoir gérer. Avez-vous assisté aux conférences sur l'éolien? Oui. Ça va être plus calme. Voilà, en tout cas, bonne soirée. Quoique. Mais là, ce soir, on est là pour se régaler, pour... Ah oui, c'est bien ce que vous dites. On est là pour se régaler. Vous êtes d'accord? On aime bien le terme. Ouais, on l'adopte. C'est bon. On va cuisiner. On pourrait faire des conférences sur la cuisine aussi. Ouais. Donc oui, je m'appelle Antoine Vincent. Je suis maintenant un peu inclus dans ces démarches de conférences. Et je remercie évidemment la communauté de communes. Alors, il y a quelque chose un peu fastidieux que je vais faire là, à nouveau, c'est le cadrage. C'est marqué, j'ai 5 minutes pour cadrer. Donc, cadrage, alors, ça va peut-être pas être utile ce soir, mais je tiens à rappeler qu'il y a des bonnes pratiques pour ces conférences et les interventions, les échanges. Alors, nous, on a appelé ça l'apéro parce qu'on aime bien. L'apéro, c'est assez convivial dans le terme, mais ça veut dire quelque chose. Alors, accueil. Le A de accueil, c'est accueillir toutes les paroles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'intervenants qui vont dire des choses, vous aussi, et donc on accueille ce qui est dit. On essaie de comprendre pourquoi un tel et un tel a pu dire telle ou telle chose. Donc ça, c'est l'accueil de toutes les paroles. Alors le P de apéro, c'est la parole juste. Alors parole juste dans le temps. Alors on a briefé les intervenants, là, peut-être un peu trop d'ailleurs, pour effectivement... faut que je fasse quelque chose là. Ah oui, cadrage. Hop. Pour effectivement être juste dans le temps. Alors, ce qui est vrai pour les intervenants le sera également pour moi, pour vous. On essaie d'avoir la parole juste, évidemment, en fonction de vos connaissances, vos expériences, évidemment. Et on le souhaite que vous puissiez intervenir, évidemment. Le E, c'est l'écoute active. Alors, c'est mieux comprendre ce que l'autre a à dire, donc on écoute de façon un peu pertinente, active, c'est ça que ça veut dire. R pour responsabilité partagée, c'est le partage des connaissances, c'est-à-dire que non seulement les intervenants qui sont ici vont nous dire un certain nombre de choses de leur
leur parcours, leur activité, mais on pourra aussi demander au public qui nous partagent évidemment leurs propres connaissances. On va peut-être aussi apprendre des choses de vous, on le souhaite évidemment. D'où responsabilité partagée. Et puis le O, c'est oser. Alors oser, tout le monde n'a pas forcément la faculté de prendre la parole au micro, voilà, mais ça peut être intéressant justement de prendre la parole pour faire des propositions, pour dire des choses. Donc là, en plus, on a un petit comité ce soir, donc il ne faudra pas hésiter à prendre la parole si vous le souhaitez. Il y aura un micro qui va, n'est-ce pas Anaïs, qui va se balader pour que vous puissiez librement prendre la parole. Tout ça, ça s'appelle apéro. Voilà, c'est un esprit de convivialité. Il n'y a rien à boire, je pense pas, non. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est notre façon de débattre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà, tac, mur d'expression. Oui, alors, il y a le moyen d'intervenir via, évidemment, le micro, hein, de vive voix, c'est la meilleure façon, mais aussi, on le met en place, ça, les petits hein, voilà, un mur d'expression. Donc là aussi, vous pourrez écrire voilà, vos réactions, vos questions, et on en tiendra compte. Il y a un droit de réponse à l'issue, enfin après la conférence, via justement ces supports qui sont mis en place. On fait tout pour multiplier évidemment les supports pour que vous puissiez intervenir évidemment. Voilà pour le cadrage. Je vais représenter maintenant un peu plus précisément nos intervenants. J'ai demandé à Anaïs s'il était pertinent de faire une définition de l'alimentation résiliente, parce que pour savoir de quoi on parle avec vous, évidemment, encore faut-il savoir ce que ça veut dire qu'une alimentation résiliente. Alors j'ai pris des définitions, elles valent ce qu'elles valent, hein, vous pourrez me contredire hein, si vous le souhaitez. La résilience alimentaire, c'est la capacité à assurer la sécurité alimentaire de la population malgré des perturbations variées, il y en a, et plus ou moins prévisibles, type dérèglement climatique, tension sur les ressources, l'eau entre autres, voilà, dégradation de l'écosystème. Voilà, donc ça c'est une définition de la résilience. C'est augmenter l'autonomie alimentaire, on en parlera, donc préserver les terres agricoles, développer les filières locales, augmenter les populations agricoles. Je pense que ce sera un sujet qui sera abordé également. Et puis c'est également développer les pratiques et les cultures plus écologiques, plus durables et plus diversifiées. Je ne sais pas si ça convient aux intervenants, ce type de définition. Comme ça, on a une base, on sait de quoi on est censé parler et développer avec vous. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors, je vais présenter les intervenants un peu plus en développant chacune de vos fonctions. Je vais commencer par vous, Monsieur François Bizeul. Alors, vous gérez avec votre femme, c'est ça, la ferme de Mondeville, à Évrecy. Vous êtes plutôt volaille, sur les œufs, donc uniquement, hein, donc sur les œufs bio. Vente directe, évidemment, à 100%, mais pas que. Vous avez des circuits de distribution également qui vous permettent... On considère vente directe avec maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Voilà, oui. Donc, nos clients, par exemple, Biocop, je pense que vous m'entendez. Un petit bouton, je pense. Là, c'est mieux. Donc, la vente directe, on considère vente directe à partir du moment où on a au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, par exemple, quand on commercialise un primeur ou un magasin tel que Biocop, on est en vente directe puisqu'il n'y aura que le magasin qui servira en fait d'intermédiaire entre nous et le consommateur final. Donc vente directe, c'est maximum un intermédiaire. Un intermédiaire. D'accord, ok. Ce qui est assez rare en poule pondeuse parce que c'est quand même des filières de production qui sont très majoritairement ce qu'on appelle en filière longue, où là le producteur ne se cantonne que à produire et élever ses poules et sortir un maximum d'œufs. Et après, ça part dans des plateformes et des centres de conditionnement qui, eux, se chargent de la commercialisation, logistique, etc. Vous avez également un distributeur automatique? C'est ça, à Évre aussi. Aussi. Voilà, c'est vente directe aussi? Bien sûr, oui. Coup, là, c'est le plus direct possible. Absolument. Vous connaissez le distributeur? Oui, très bien. Alors, on vous sollicitera pour deux thèmes, en ce qui vous concerne, le thème de l'installation dans les exploitations.
Qu'en est-il? On va faire un état un petit peu des exploitations, des installations. Comment se renouvellent-elles ces installations, ces exploitations? Quelles sont les difficultés? Voilà. Donc on essaiera de savoir quelles sont leurs tailles, comment elles évoluent, et puis la diversification des activités nécessaires sans doute. On vous sollicitera pour un deuxième thème sur la santé, c'est-à-dire le bien-être... L'environnement, santé environnementale et santé humaine également. En fait, on lit sur une démarche que je vous présenterai, qui est maintenant assez connue, où on traite une seule santé, c'est-à-dire qu'on inclut la santé humaine, environnementale et des animaux. Oui, ça va de soi, mais encore faut-il... ça va de soi, mais c'est pas toujours si évident. C'est pas si simple. Merci, monsieur François Bizel. Là, c'est une petite présentation succincte, hein, et après, ils auront le loisir de développer, évidemment, sur l'activité. Mathilde Vermès, vous êtes agricultrice? Oui, c'est ça. Oui. Alors là, vous êtes dans le secteur plutôt Falaise-Saint-Pierre, c'est ça? Je suis entre Falaise et Saint-Pierre-sur-Die, à Bernières-d'Ailly. Je suis installée depuis 2009. Oui. J'ai 2 salariés et en fait, j'ai développé la vente directe également sur mon exploitation. Je vends 100% de mes pommes de terre en vente directe. Alors, c'est pommes de terre? Donc, pommes de terre et oignons, et je vends toutes mes pommes de terre en vente directe, et mes oignons, il y en a une petite partie en vente directe, le reste en circuit avec un négociant derrière, et ça va dans la grande distribution, parce qu'on mange plus de pommes de terre que d'oignons, globalement. Enfin, je sais pas vous, mais moi, oui. Voilà. Les deux, c'est bien aussi ensemble. Oui, les deux ensemble, c'est pas mal. Ouais. Avec cette les saison, deux, par exemple, ça peut être pas mal. Voilà. Et donc, je suis également, en fait, élue à la Chambre d'agriculture du Calvados. Et donc, c'est un petit peu par ce biais-là que j'ai été sollicitée, je pense. Enfin, voilà. Donc, vous travaillez aussi à la territorialisation de l'agriculture, de par votre poste? Oui, en fait, quand on nous a attribué il y a 6 ans des dossiers, j'étais assez sensibilisée à la vente directe, et voilà. Et donc, du coup, j'essaye de suivre, quand le temps le permet, le plan alimentaire territorial, donc de Corps Normandie Métropole. Voilà. Il faudra nous expliquer tout ça, le PAT, voilà, ce qu'il en est. Donc en fait, l'objectif, enfin, on peut le dire très rapidement, mais l'objectif, en fait, c'est d'essayer de développer auprès des communautés de communes, de Caen Normandie Métropole, donc toutes les communautés de communes de Caen à Falaise à peu près, le manger local. Donc au niveau des collectivités, donc c'est un vaste problème. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vous solliciter sur le thème du tissu économique. C'est ça. Dans quelques instants. Merci, Mathilde Hermès. Pierre Coffetier, alors vous gérez la MAP de Vieux. Vous connaissez la MAP de Vieux? Il n'y a pas que de Vieux, hein. Il y a des jeunes aussi. On a dû vous la faire souvent. Alors juste rappeler quand même que la MAP, c'est une association de maintien de l'agriculture paysanne. Ça a du sens, ça, hein, évidemment. Alors votre AMAP, il est sous forme d'un marché très ouvert. Oui, c'est une originalité, c'est un marché ouvert à tous, amapien ou pas amapien, ce qui fait aussi son dynamisme et puis peut-être son originalité. Ouvert dans le sens où on n'a pas une obligation d'achat de panier. Initialement, une AMAP, c'est un panier, donc des patates, et puis voilà, il n'y a pas trop de choix. C'est pas le cas. Voilà, donc là, on a effectivement des paniers garnis de façon assez extraordinaire par notre maraîchère, mais en même temps un étal. Et l'étal est ouvert à tout public, ainsi que les différents producteurs présents. Alors, c'est un marché ouvert. Marché ouvert, c'est intéressant, ça, oui. Alors, bien manger local, bio, et favoriser les échanges entre les producteurs, consommateurs. C'est la raison pour laquelle vous serez sollicité sur le lien social. Ouais, c'est quelque chose d'essentiel au niveau de cette AMAP, le lien social. Oui. Les liens, parce qu'il y a plein de liens qui se tissent au travers du fonctionnement de cette AMAP. Alors, il y a tellement de liens qu'on demandera à Bouge ton coq d'intervenir également sur ce thème avec vous, Mathilde Depenny, de Bouge ton coq. Alors, c'est quoi Bouge ton coq? C'est une structure nationale, en fait. Alors oui, Bouge ton coq, c'est une association nationale qui a pour mission principale de recréer les services essentiels en ruralité et qui a un axe qui est vraiment la lutte contre la désertification commerciale en milieu rural.
Donc l'idée, pour faire très général, c'est qu'on accompagne des collectifs de citoyens et des maires à la création d'épiceries participatives dans les communes où il n'y a plus du tout de commerce. Donc alors, pour faire le lien avec le thème de ce soir, c'est aussi des initiatives qui font la part belle aux producteurs locaux, puisque l'idée, c'est que tout ce qui est frais et vendu dans l'épicerie proviennent de producteurs locaux, si possible, et tous les produits sont revendus à prix coûtant. Voilà, donc il n'y a pas de négociation avec les producteurs, ils vendent au juste prix. C'est tout l'intérêt de cette initiative. Ah, très bien. Donc on sera très attentif au développement de votre activité en local. Il y a une structure évidemment régionale ou départementale? Oui, tout à fait. En fait, on a une antenne régionale ici en Normandie, qui est, donc moi je suis au pôle régional économie sociale et solidaire à Aéroville-Saint-Clair, mais je me déplace, je m'occupe des 5 départements normands, donc je me déplace très souvent. Merci. Et Et puis enfin, Raphaël Biraud. Alors vous êtes de la structure Physalis. Alors Physalis, jardin écologique à vivre et à manger. On aime beaucoup cette définition. Et moi, j'ai copié une définition qui me plaît beaucoup, vous allez comprendre. Physalis accompagne les associations, les entreprises, les collectivités et les particuliers pour créer et animer des jardins qui nourrissent le corps, le cœur et l'esprit. Bienvenue. Quel vaste programme. Donc vous serez notre première intervenante, en fait, avec un développement assez étoffé. Vous allez pouvoir le présenter dans quelques instants. Voilà, l'idée, c'est dans un premier temps, bien qu'au quotidien, je sois surtout les mains dans la terre et avec soit des gens dans leur jardin privé, soit dans des jardins partagés au cœur des villes, soit de temps en temps sur des événements plus ponctuels de sensibilisation écologique. J'aime bien aussi avoir une réflexion un peu plus systémique et globale, et du coup, voilà, c'est l'idée d'introduire un petit peu la soirée avec des éléments à des échelles depuis l'échelle mondiale à l'échelle plus locale ici, au moins communauté de communes, Vallée de l'Ordre et de l'Odon. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Donc on commencera dans quelques instants avec vous. Alors, pour changer un petit peu des conférences précédentes où en fait on laissait la parole au public au bout de 30 minutes, 1 heure, voire 1h30, parce que c'était un petit peu long. Et donc, en fait, on va d'ores et déjà effectuer avec vous, là, tout de suite, maintenant, une sorte de sondage. Voilà. Donc, au lieu d'attendre les 5 intervenants, le développement, etc., et que vous puissiez réagir, on a eu l'idée avec Anaïd de faire une sorte de sondage auprès de vous, avec 4-5 questions directes sur le thème de cette soirée, évidemment. La première question, elle est vraiment basique. Vous levez la main, hein, si vous acquiescez ou pas. Qui consomme local? Qui consomme local? C'est ouvert. Alors, évidemment, c'est pas suffisant. Évidemment que la question elle devrait être développée de façon différente. Mais c'est brutalement, vous demandez ça. Donc, globalement, qui consomme local? Il y a les 3/4. Voilà. Après, ça va un petit peu de soi, puisque vous êtes là, vous êtes sensibilisé au sujet, mais voilà. Alors après, c'est quoi local? Attention, hein, local, c'est français? Pardon? C'est de la production de son jardin aussi. Ah, ça peut être de son jardin, oui, mais là, on recentre quand même. Hein. Il y a des gens qui disent oh, je mange local, je mange français. On va être un peu plus exigeant que ça. On est d'accord? Oui, dans le coin. J'aime bien ça. Ça parle dans le coin. Ça vous va, hein, dans le coin? Mais alors, quels produits? Par exemple, fruits et légumes. Qui consomme local fruits et légumes? Ça, jusque-là, ça va. Le réchauffement climatique ne nous permet pas encore de voir les citrons et les oranges. Je crois qu'il y a des agrumes dans le secteur de Falaise, à la Hoguette. Quels produits? Alors, les produits laitiers en local. Qui consomme les produits laitiers? Ça peut être évidemment les fromages. Ah, il y en a déjà un petit peu moins. Produits laitiers, fromage, yaourt, fromage blanc, lait. C'est déjà un petit peu plus difficile. On note. Voilà, on ne compte pas, hein, c'est juste pour avoir une tendance. Et vous avez compris que j'ai mis dans l'ordre où c'était peut-être un petit peu plus difficile. Alors, qui consomme local pour les œufs? De la ferme de Mondeville. Ça va de soi. Je fais un peu de pub, hein. Qui consomme
consomme en local les viandes? Ah ouais. Ah, là, il faut aller les chercher. Hein. C'est un peu plus difficile. Hein. Département, c'est bien. Local, c'est département, ça vous va, ça? Ouais, ok. Alors, ensuite, mais ça ne va pas être long, hein, c'est juste pour avoir un petit panel de... Les circuits de distribution, c'est-à-dire ces produits-là sont distribués. Alors, de quelle façon? Soit en vente directe. Est-ce que vous achetez en vente directe? On l'a évoqué il y a quelques instants. En vente directe, ça peut être le distributeur de la ferme de Mondeville. Ça peut être un intermédiaire, ça peut être sur le marché, oui. Ah bah, ça dépend qui le vend. Si c'est le producteur qui vend sur le marché, ça marche. Qui achète via les AMAP? Là, c'est un peu plus réduit également. Ouais. Qui achète via des circuits type, alors je vais le citer, c'est une marque, mais Biocop, par exemple. Aussi. AMAP, Biocop, d'accord? Alors, qui consomme, parce qu'on l'a évoqué il y a quelques instants, via la GMS. La GMS, c'est la grande distribution. C'est-à-dire, vous allez au Leclerc, à l'Intermarché. Ah ouais. Ah ouais. Oui, oui, non mais on consomme local via la GMS. Hein. Ah, via les produits que j'ai cités là, hein. C'est-à-dire fruits et légumes, laitiers, les œufs et les viandes, hein, pour la GMS. Oui, ok. Qui va acheter dans les distributeurs automatiques? Ah là, il y a du boulot, hein. Un petit peu, ok. Et ensuite, j'ai mes deux dernières questions, mais je pense qu'elles sont pertinentes aussi. Quels sont les freins à ces démarches d'achat en local qui considère que le coût est un problème? Attention, ça peut... Le coût, ça, le prix, hein, voilà. C'est un frein, ok? C'est un frein, c'est un choix, oui. Qui considère que le frein peut être la distance, simplement, pour acheter... Oui, 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 quand même, la distance. C'est paradoxal, parce que acheter en local, le problème, c'est la distance. Bah oui. Oui, mais c'est plus loin d'aller à Clinchamp-Lez acheter à la ferme des Gouttières que d'aller à Intermarché. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais oui, c'est pas un paradoxe, c'est une réalité. C'est une réalité, absolument. Ça vous interpelle, ce sondage? Intéressant, hein? Si vous le voulez bien, Madame Biraud, je vais vous demander d'intervenir maintenant. Donc, vous avez un petit slide, j'en doute, à mettre en place via donc les jardins écologiques Physalis. Je vous laisse entre les mains de Raphaël Biraud, vous l'avez compris, de Physalis, qui a une présentation très technique et détaillée, qu'on a beaucoup appréciée. Vous avez le micro? Alors, donc l'idée c'est d'apporter, comme je le disais tout à l'heure, des éléments un peu de contexte et puis de peut-être revenir sur quelques idées reçues et ensuite d'aller sur peut-être des pistes qu'on n'a pas forcément toujours en tête ou qui sont un peu récentes. Alors voilà, comme je le disais, quelques éléments à l'échelle mondiale. On a un petit peu aux infos, dans les journaux, dans peut-être les idées a priori, l'impression qu'il faut que c'est l'agriculture industrielle qui permet de nourrir le monde. Bon, premièrement, la faim dans le monde est présente. Et paradoxalement, on produit aujourd'hui 1,5 fois la quantité de nourriture nécessaire pour nourrir le monde. Donc en réalité, la faim dans le monde n'est pas un problème de production, c'est d'abord un problème de distribution, d'accessibilité géographique et financière, et de perte entre le champ et ce qui arrive dans nos poubelles à la maison. Une autre idée peut-être à contrebalancer, c'est la question des tailles des exploitations. On a l'impression que c'est les grandes exploitations industrielles qui produisent plus efficacement, qui ont des rendements plus importants. En fait, très concrètement aujourd'hui, 5 exploitations sur 6 dans le monde ont une surface inférieure à 2 hectares.
En moyenne en France, on est à 55, 65, bon, ça dépend des sources, etc. Et ça augmente, mais on est quand même dans un pays où les exploitations restent de taille relativement faible, même si on est loin des 2 hectares. Pour revenir sur ces fermes de moins de 2 hectares, elles représentent seulement 12% de la surface agricole mondiale, mais elles produisent 35% des denrées alimentaires. Donc ça nous montre bien que ce n'est pas les plus grosses exploitations qui ont les meilleurs rendements à la surface. Voilà, quelques éléments, mais vous en avez un petit peu parlé aussi. La précarité alimentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une situation dans laquelle une personne ne dispose pas d'un accès garanti à une alimentation suffisante, donc quantité, de qualité, durable vis-à-vis de son environnement, et dans le respect de ses préférences alimentaires et de ses besoins nutritionnels. L'idée, c'est pas non plus d'aller imposer un type de nourriture à tout le monde, partout, la même, sur la planète. La précarité alimentaire, elle peut entraîner ou être une conséquence de l'exclusion et de la disqualification sociale ou d'un environnement appauvri. Voilà, ça peut être une question sociale ou environnementale. En face de la précarité alimentaire, on parle souvent de sécurité alimentaire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La sécurité alimentaire, elle repose sur 4 piliers. La disponibilité des aliments, leur accessibilité géographique et financière, on l'a touché du doigt, la qualité des aliments, et il faut que ça soit inscrit durablement. L'idée, il n'y a pas de sécurité alimentaire si ça, c'est valable que 2 mois dans l'année, comme parfois dans certains pays où la saisonnalité est très forte et les moyens de conservation sont absents. La sécurité alimentaire, on en parle beaucoup, mais elle est difficile à atteindre. Et très concrètement, il y a des agriculteurs plutôt issus de la petite paysannerie, plutôt issus de ce qu'on appelle encore les pays en développement, qui ont mené un certain nombre de luttes. Ces agriculteurs, certains se sont réunis au sein du mouvement Via Campesina. Et notamment dans les années 90 et en 96, à l'occasion d'un forum, d'un sommet sur l'alimentation organisé par la FAO, ils ont mis sur le devant de la scène un nouveau concept qu'ils ont appelé souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire, ils ont dit, c'est une condition préalable pour que la sécurité alimentaire soit possible. Et donc pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire ? Elle passe par plusieurs définitions qui s'améliorent et qui s'ajustent au fur et à mesure du temps. Et en 2002, on a dit la souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations. Donc on régionalise par rapport à ce que c'est que la sécurité alimentaire. Des communautés, des pays à concevoir et élaborer en toute autonomie des politiques publiques agroalimentaires conformément aux normes écologiques, sociales, économiques et culturelles. Vous voyez la différence par rapport à la sécurité alimentaire. On vient pointer du doigt que chaque groupe de personnes, chaque population, du fait d'un contexte culturel, du fait d'un contexte pédoclimatique, a des spécificités qu'ils peuvent choisir pour s'alimenter. Le droit à une alimentation saine, nutritive et adéquate et des ressources et moyens techniques pour produire cette alimentation telle qu'ils l'ont choisie. Voilà, ça c'est pour donner des éléments un peu, peut-être toucher du doigt des aspects plutôt politico-économiques, l'OMC, etc. Pour revenir à l'échelle française, on pourrait se dire, bah, en France, toutes ces choses-là, ça nous préoccupe, enfin, on en est un peu loin, mais en réalité, on a quand même certaines aberrations sur le territoire français. On a une surface agricole par habitant qui suffit à produire localement l'ensemble de nos besoins alimentaires dans le régime alimentaire actuel. On ne change rien sur notre manière de manger. Et avec l'agriculture conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui majoritairement en France. Le problème, c'est que cette agriculture conventionnelle, elle engendre sur le territoire des impacts qui sont insoutenables pour l'environnement, pour la santé humaine, et on le voit de plus en plus. En parallèle, on constate bien qu'on a de moins en moins d'agriculteurs, que leurs revenus sont faibles, que leur qualité de vie n'est pas toujours au rendez-vous non plus. Toujours en France, 80% de nos surfaces agricoles sont cultivées pour produire des céréales. Ces céréales, ils servent d'abord à nourrir des animaux, dont on va se nourrir de la viande, du lait, des œufs, etc. Mais c'est quand même 80% des surfaces mobilisées. Oui ?
Je sais pas si je peux poser des questions. Enfin, j'ai eu le chiffre que sur ce qui est donné aux animaux, ce qu'on donne en France, on en importe en plus 30%. Voilà. Je crois, hein, je sais pas si c'est... Ouais, ouais. Ben voilà. Il faut ajouter de l'alimentation importée pour nourrir nos animaux toujours. Pourtant, dans ce même temps, plus de 3 millions de Français ont recours à l'aide alimentaire au moins une fois par semaine. Certains y vont plus. Et dans le même temps toujours, 17% des plus de 22 ans, des adultes, sont en situation d'obésité. C'est des courbes qui augmentent. Voilà, donc on pourrait se nourrir localement, mais dans une agriculture... Enfin voilà, l'agriculture actuelle n'est pas satisfaisante à bien des égards. On a les surfaces, mais elles sont utilisées à 80% pour nourrir des animaux. Alors, je voudrais avancer un petit peu sur projeter des... L'idée, c'est pas d'avoir la solution ce soir, mais projeter des pistes. Et là, je vous propose d'avoir quelques extraits d'écran d'un outil qui s'appelle Parcel, qui a été développé par Terre de Liens. Du coup, je fais un petit mot sur Terre de Liens tout de suite. C'est pas que Terre de Liens d'ailleurs qui a développé cet outil, il y a d'autres structures autour. Mais entre autres Terre de Liens, et notamment c'est parti de Terre de Liens Normandie, alors on peut le souligner. Donc l'outil Parcel, il nous permet de projeter des situations évolutives sur l'emploi agricole, sur les surfaces mobilisées par l'agriculture, sur des impacts écologiques, suivant les choix d'alimentation qu'on fait. Et donc ça, c'est à l'échelle française. Ce que je veux montrer ici, c'est redire que oui, la surface agricole suffit pour nourrir la population française. Vous voyez l'empreinte grisée, c'est la France dans son entièreté. En bleu, c'est la surface agricole actuelle. Et en vert, c'est l'empreinte alimentaire pour produire juste notre alimentation. Donc aujourd'hui, on a une surface agricole plus large parce qu'on exporte. Qu'est-ce qui se passerait si l'ensemble de cette nourriture relocalisée, on la produisait en bio? Et bien là, pour le coup, vous voyez, potentiel nourricier, 69%. On n'est plus capable d'autoproduire 100% de notre alimentation à même régime alimentaire en bio. Par contre, on a démultiplié fortement le nombre de producteurs. On est passé à 1 300 000 alors qu'on était à 600 000 quand on n'est pas en bio. Et on a une diminution de moitié des gaz à effet de serre, du CO2 émis par hectare. Donc on a des impacts sur l'environnement bien plus faibles. Alors comment on va chercher à pouvoir quand même produire l'ensemble de notre alimentation en bio? Et bien simplement, par exemple, en diminuant par 2 la consommation moyenne de viande. C'est le petit curseur en bas, là, diminution de moitié des produits aliments. Donc si vous allez sur l'application Parcel, vous pouvez jouer sur tous ces curseurs. Et là, à l'échelle française, on retrouve une capacité agricole largement supérieure à nos besoins. Ça refait le lien avec les 80% de surface mobilisée pour nos céréales, pour nourrir nos animaux. Qu'est-ce qu'il en est à l'échelle de votre territoire, les vallées de l'Orne et de l'Odon? Même régime alimentaire constant, 100% relocalisé, on est capable, vous êtes capable, votre territoire est capable de produire l'alimentation nécessaire. Par contre, si on la met en bio, cette alimentation, pour être plus attentif à notre santé, à notre environnement, là, on retombe à 60%, un peu comme à l'échelle nationale. Alors, on va voir, si on divise par 2 notre consommation de viande, contrairement à l'échelle française, pour des raisons un peu diverses et variées, on n'atteint que 85%. Donc on peut chercher à jouer sur un autre levier qui va être le gaspillage alimentaire. Et là, si on arrive à réduire de 80% le gaspillage alimentaire, on re-rentre dans une capacité du territoire à nourrir l'ensemble de ses habitants en bio, en diminuant de 50% la consommation de viande. Voilà, et on a un impact sur l'environnement qui est toujours positif, on a de la création d'emplois agricoles, etc. Voilà, c'est des leviers à l'échelle de votre territoire. Et ça fait un peu un rappel, pour certains d'entre vous peut-être, qui étaient à la conférence qui a été animée par les Shifters l'année dernière. Ils vous ont rapporté 3 priorités, je ne vais pas revenir dans le détail parce que ça reprend ce que je viens de dire. Renforcer la sécurité alimentaire de votre territoire, assurer un approvisionnement de proximité des fruits et légumes, développer l'emploi agricole et assurer le renouvellement générationnel. Et donc, je voudrais insister sur la viande et les fruits et légumes, parce que c'est 2 leviers importants par lesquels on peut se dire, tiens, on pourrait peut-être commencer par là. Petit rappel, l'alimentation en France, c'est 25% de l'empreinte moyenne
individuelle et donc nationale. Et dans le plan, la stratégie nationale bas carbone, l'État nous dit, et a posé des lois pour dire qu'il va falloir réduire de 80% le flux de marchandises agricoles et alimentaires d'ici 2025 pour respecter les accords de Paris, et donc une diminution par 2 de notre empreinte carbone d'ici 2030 et par 6 d'ici 2050. Et donc par quoi on commence pour aller dans ces orientations et maintenir une vie vivable sur Terre? Et bien typiquement la viande tous les jours, ça conduit à des émissions carbone de 2,2 tonnes par an pour un individu, si on mange de la viande tous les jours. C'est là qu'on retrouve un peu le 25% de l'empreinte carbone. Parce que notre empreinte carbone individuelle, elle est de 10 tonnes. Si on réduit notre consommation de viande et qu'on ne mange plus que de la viande rouge une fois par semaine, on tombe à 1,2 tonnes. Vous voyez, donc on a un levier important de la viande pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les légumes maintenant. En quoi les légumes sont un autre levier important pour modifier notre alimentation? Le transport des fruits et légumes, c'est 1/3, c'est 31% des émissions des gaz à effet de serre liées au transport de tous nos aliments. Pourtant, toujours ces fruits et légumes, c'est seulement 3% de l'empreinte foncière de notre alimentation. Donc on a besoin de peu de surface pour produire les légumes dont on a besoin et qui, quand ils sont produits plus loin, représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc la relocalisation des fruits et légumes est une priorité. Bon, c'est assez logique, hein, c'est beaucoup d'eau, ça pousse rapide, il y a un cycle de production qui est plus rapide que pour avoir 1 kilo de viande, et voilà, on a moins besoin de surface. Et donc ça m'amène à un petit peu ce qui fait le cœur de mon travail au quotidien, c'est comment on fait pour reproduire des légumes et des fruits en plus grande quantité dans nos territoires, que ce soit via de l'agriculture professionnelle, et c'est plutôt les chiffres que j'ai donnés avant, c'est plutôt focus agriculture professionnelle, et là on va aller un petit peu plus sur nos capacités individuelles ou collectives, mais citoyennes en tout cas, pour produire une partie de notre alimentation nous-mêmes. Et on a de la chance parce qu'à Caen, on a le département Espace et Société à l'université de Caen, avec Maxime Marie, qui est un chercheur qui travaille depuis pas mal d'années sur ce sujet-là précisément, alors que c'est assez peu étudié. Et donc ici, vous avez un aperçu des surfaces cultivées par des jardiniers dans leur propre jardin. On ne parle pas des jardins familiaux, ouvriers, etc. C'est vraiment les jardins privés. Bon, ça vous donne un petit aperçu, une photo. C'est une étude qui date de 2022, mais les données, elles datent de 2013. Et donc, ça représente quand même 4000 jardins et 28 hectares. Alors, qu'est-ce que ça représente en quantité maintenant? Surface et quantité. Pour 3 villes principales, enfin 3 villes, pas principales, mais 3 villes de l'Ouest français, Rennes, Caen et Alençon, c'est donc toujours ce même chercheur et les thésards, etc., qui travaillent dans ce département, qui ont fait ces études-là. La surface potagère totale, donc privée et collective cette fois-ci, à Rennes c'est 45 hectares environ, à Caen c'est 50 hectares, à Alençon c'est 26 hectares. Je vous passe les tonnages, mais le pourcentage de légumes autoconsommés, autoproduits dans ces villes, à Rennes, 5% des légumes consommés par les habitants de Rennes sont autoproduits. À Caen, on est plutôt autour de 8%. À Alençon, on atteint les 18%. Voilà, donc c'est pour donner un peu une idée que, oui, on a vu tout à l'heure, les petites surfaces agricoles professionnelles produisent de façon non négligeable, mais nous-mêmes, dans nos jardins, dans les jardins collectifs, dans les jardins partagés, on peut produire aussi, et madame, vous l'avez dit tout à l'heure, la consommation locale, c'est aussi d'abord manger les légumes de son jardin. Et c'est sûrement aussi des productions qui vont... Enfin, un système de production qui va générer moins de gaspillage. Sûrement que la carotte qu'on mange tout de suite, elle a un niveau de vitamine bien plus élevé. Son impact carbone de transport, il est nul. Voilà, tous ces avantages-là. Peut-être aussi, si j'ai un peu de temps, la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un autre levier, et c'est assez récent comme réflexion. Je suis bon au niveau du temps, ça va? Oui. Très bien. Donc, sécurité sociale de l'alimentation, évidemment, on fait le lien avec la sécurité sociale tout court.
l'idée, c'est pas forcément de copier là où on en est arrivé dans la sécurité sociale actuelle, mais de revenir un petit peu au début, à l'émergence de comment la sécurité sociale a émergé en France. Et en tout cas, les objectifs de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est ceci: un accès universel, donc vraiment disponible pour tous les habitants en France, à une alimentation choisie par les citoyens et les citoyennes, qui soit suffisamment rémunératrice pour les producteurs et qui se met en place via un système de conventionnement. Elle a 3 piliers, cette sécurité sociale de l'alimentation. C'est l'universalité, donc chacun peut accéder, l'idée c'est que chacun puisse accéder à cette sécurité sociale. Elle se fait via un conventionnement. Il y a des caisses communes de l'alimentation qui émergeraient sur les territoires, au moins dans un premier temps, et c'est ce qui se passe sur un certain nombre de territoires aujourd'hui en France, à Grenoble, à Lyon, à Montpellier, et ici plus proche. Il y a une caisse commune de l'alimentation qui est en train d'émerger à Caen, il y en a une aussi qui est en émergence à Flers, il y en a sûrement d'autres dont je ne suis pas au courant. Et donc ces groupes de citoyens-citoyennes, il peut y avoir des producteurs dedans, mais ils y sont au titre d'abord de citoyens-citoyennes, de mangeurs implantés sur le territoire. Voilà, tous ces gens-là discutent et décident quels sont les producteurs, quels sont les lieux de commercialisation, quels sont les transformateurs du territoire auxquels on veut pouvoir acheter une alimentation via cette caisse de sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'on juge que leurs produits sont bons, que les impacts environnementaux sont faibles, voilà, et qu'on veut soutenir leur modèle de production en achetant chez eux. Le 3e pilier de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est la cotisation, à chacun selon ses moyens. Donc aujourd'hui, dans les expérimentations, c'est chacun donne ce qu'il veut, mais tout le monde reçoit la même somme pour aller acheter dans des lieux précis un type de produit précis. Et c'est vraiment centré sur l'alimentation, hein, ça ne concerne pas la lessive et les éponges. Bon voilà, très concrètement, je ne vais pas aller plus loin, on pourra en discuter si on veut pendant la soirée. Et donc voilà, c'est différentes, j'ai voulu présenter quelques leviers possibles, quelques priorités aussi, et donc peut-être pour terminer, brosser un petit peu des conséquences qu'aurait le fait de relocaliser, de chercher à avoir une alimentation plus résiliente, au-delà de mieux manger, c'est voilà, permettre aux personnes aussi, par différents moyens, de retisser des liens au vivant, à notre environnement, aux saisons, reprendre contact avec l'origine de nos aliments. Qu'est-ce que ça coûte à quelqu'un? Quelle difficulté c'est de produire des carottes, des œufs, les volumes que ça représente, etc. Essayer aussi de travailler à la limitation du transport, du gaspillage, etc. Évidemment, créer des emplois agricoles. C'est des modes d'alimentation qui vont forcément conduire à plus de rencontres, plus de partage, des transmissions de connaissances, de l'amélioration des cadres de vie. Si on replace une alimentation au plus proche de nos territoires, c'est aussi remettre de la nature, pas sauvage, puisqu'on aura besoin qu'elle produise en partie notre alimentation. Et voilà, améliorer nos cadres de vie, limiter les pollutions, remettre de la végétalisation dans nos villes. Et donc, plus largement, évidemment, c'est un projet qui vient changer notre manière de faire société aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces différents éléments et peut-être contribuer à répondre un petit peu à cette question existentielle. Est-ce que nous voulons vivre pour manger ou manger pour vivre? Merci Raphaël Biraud. Vous êtes la première intervenante à demander si elle n'est pas trop longue, à me demander la permission, donc je vous remercie. Avant de faire intervenir Monsieur François Bizel, avez-vous des questions, des choses qui vous interpellent sur les chiffres qui ont été donnés, ou pas, ou on continue, et après on ouvrira à d'autres questions peut-être? Ça vous convient? Une question, on y va. Alors c'est pas sur les chiffres, c'est sur la sécurité sociale de l'alimentation. Oui. Qui détermine du coup quels sont les aliments bons, qualitatifs, etc. Les citoyens du groupe. D'accord. Monsieur François Bizel, alors on va vous demander de développer sur les installations agricoles, les exploitations. On va donner un titre à votre thématique, les exploitations qui grossissent alors qu'elles pourraient accueillir de multiples activités ou des ateliers complémentaires. On a vu qu'il y avait un outil parcelle. Est-ce que cet outil parcelle serait éventuellement déjà utilisé pour réorienter peut-être les exploitations dans
dans leur diversité, justement, ou réorienter peut-être moins d'élevage, plus de... Alors, dites-moi. L'outil parcelle, effectivement, qui a été présenté, permet de montrer les potentialités en fait, d'autoproduction sur un territoire. Mais aujourd'hui, l'enjeu d'installation en transmission, lui, n'est pas soumis, je dirais, à ces projections. En fait, il est soumis, je dirais, plutôt à une règle d'offre et de demande, en fait, entre des potentiels jeunes ou moins jeunes qui veulent s'installer en agriculture et des surfaces agricoles qui sont plus ou moins disponibles pour que ces personnes puissent s'installer. Donc, pour justement traiter l'enjeu de transmission-installation, parce que c'est vraiment un enjeu qui est énorme aujourd'hui, si on veut vraiment amorcer justement cette transition vers une production agricole qui est plus locale et plus respectueuse de l'environnement, il faut aussi qu'on puisse arrêter l'hémorragie qu'il y a aujourd'hui en fait, au niveau de la population agricole, puisqu'on perd énormément d'agriculteurs. Et donc pour avoir les bons chiffres, je vous propose en fait un petit quiz en fait, pour démarrer, où vous pouvez utiliser donc, les petites feuilles de couleur que vous avez eues au début. Si vous ne les avez pas, c'est possible d'en récupérer. Et donc là, la question, elle est simple en fait. Aujourd'hui, en France, on compte à peu près 390 000 exploitations agricoles, ou fermes, hein, après le terme. Et en fait, d'après vous, dans les 10 années à venir, donc on a eu un élément de réponse dans la présentation, mais c'était caché dans les chiffres. Donc, dans les 10 années à venir, d'après vous, combien de ces exploitations seront à transmettre? Puisque les fermiers actuels, de toute façon, seront amenés à partir à la retraite, ou voire également se reconvertir ou changer d'activité, etc. Donc soit, selon vous, 20% de ces 390 000 fermes, 40% ou 50%? Allez-y. Bon, bah, je vois qu'on a un public bien informé. C'est rouge, c'est ça? Ouais. C'est très rouge. Ah, c'est très rouge. Hein. Ah oui, c'est moche. Donc c'est 50%. Ouais, c'est bien, j'ai pas vu de vert, donc on est... François, c'est énorme. C'est énorme en fait, ça veut dire qu'une ferme sur deux changera d'exploitant ou de fermier dans les 10 prochaines années. Donc 10 années, c'est demain. Mais elle changera si elle trouve repreneur. Alors, elle changera soit l'agrandissement en fait de ses voisins, soit l'installation de nouveaux fermiers qui reprendront ces exploitations. Donc c'est tout l'enjeu en fait, on est vraiment arrivé à un moment où il faut pouvoir encourager et développer l'installation et la transmission. Et pour ça, il y a énormément de moyens et d'énergie qui sont déployés par les pouvoirs publics avec les répertoires, installations, etc. Mais on voit que ces efforts-là, et je parlerai aussi un peu de notre cas personnel sur la ferme, n'ont pas porté leurs fruits. Aujourd'hui, on voit que ça continue. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment aussi de pouvoir créer en fait, une consommation plus locale et plus proche pour permettre aussi des installations sur des plus petites échelles qu'aujourd'hui des exploitations qui vont tout le temps vers de l'agrandissement en fait. Et quand une exploitation grossit, c'est souvent au profit des céréales ou... enfin, alors aujourd'hui, les statistiques, effectivement, c'est la grande culture qui se développe principalement. En fait, là, on est sur des effectifs qui baissent légèrement, mais ça reste raisonnable. Aujourd'hui, les structures qui chutent énormément, c'est la partie élevage. Donc élevage bovin, bien sûr, en fait, avant tout, mais on a aussi quand même ovins, caprins qui baissent. Bah, tout va bien alors. Ah, c'est moche. Bah, c'est pas parce que le nombre d'exploitations baisse que le nombre de têtes élevées diminue pour autant. Okay. Puisqu'on a un effet où finalement le potentiel de production, si des fois il est arrêté par une ferme, il peut être repris par une exploitation qui va s'agrandir à côté, quoi. Il faut toujours lire les chiffres des fois. Et donc une deuxième question pour la France, en fait, pour donner aussi une échelle, en fait, hein, c'est combien de fermes aujourd'hui disparaissent toutes les semaines. Donc là, on est sur la disparition complète de fermes. Donc 50 en vert, 100 en orange ou 200 en rouge. Ça peut pas être 200. Oh,
Oh non, c'est pas possible. Ah non. Toutes les semaines. Ah, ah non, non. On attend très Ah, oui. Ouais. Il y a du rouge. Hein. Ben, c'est 200 en fait, hein, 200 fermes. Si, c'est... En une semaine, ça fait. En une année, Ah oui. C'est énorme en fait, hein, c'est vraiment le nombre d'exploitations qui aujourd'hui disparaissent en fait à l'échelle nationale. Alors après, on a des dynamiques qui sont très différentes suivant le territoire. On voit que c'est, comme on disait, hein, c'est quand même les zones d'élevage qui aujourd'hui perdent le plus en fait d'exploitation. Et on a des zones grandes cultures qui, elles, ont tendance, alors soit c'est des agrandissements, mais également quand même à être plus attractives en fait pour l'installation agricole. Donc un des enjeux aujourd'hui aussi dans l'installation, c'est qui potentiellement peut reprendre une exploitation agricole. Parce que en fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a une population agricole qui maintenant ne représente plus que 3% en fait, de la population active. Donc les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Donc ils ont leurs enfants qui potentiellement peuvent être des repreneurs intéressés, donc ce qu'on appelle la reprise dans le cadre familial, en fait, mais qui aujourd'hui représente moins d'une installation sur deux. Aujourd'hui, la majorité en fait, des installations sont ce qu'on appelle, alors c'est le terme, ce sont les NIMA, donc les non issus du milieu agricole, donc des gens qui ont eu peut-être leurs grands-parents qui étaient agriculteurs, donc leurs parents qui sont partis après travailler parce que plus proche de la ville, en fait, qui ont quitté les campagnes, et qui souhaitent revenir en fait au métier d'agriculteur. Et pour cela, en fait, ils sont confrontés quand même à des difficultés qui sont notamment l'accès au foncier, qui est un frein majeur en fait pour pouvoir s'installer aujourd'hui en agriculture. Il n'y a pas une structure qui s'appelle la SAFER qui gère ça? Alors il y a effectivement la SAFER qui effectivement, c'est son rôle en fait, hein, normalement de maîtriser plutôt en fait les prix du foncier pour éviter en fait d'avoir une inflation trop forte en fait sur les terres agricoles. Sauf que la SAFER, au démarrage, elle était financée 100% avec des financements publics. Donc elle pouvait jouer complètement son rôle en fait, d'organisme public de régulation du marché, de répondre aux priorisations qui sont faites d'installer plutôt des jeunes agriculteurs sur des fermes qui se libèrent. Malheureusement, en fait, l'engagement public se raréfie, voire de plus en plus inexistant, ce qui fait que la SAFER, aujourd'hui, même si elle a ces missions-là, a de plus en plus de difficultés aussi à les supporter, puisque finalement, elle a aussi besoin de financer ses activités. Et c'est notamment, plus elle a de transactions, plus les prix des terres finalement augmentent, puisqu'elle est rémunérée aussi en partie sur des frais SAFER qui sont proportionnels en fait au montant des transactions. Elle a aussi cette difficulté de gérer ses financements, et on voit qu'aujourd'hui l'inflation des terres agricoles continue d'augmenter dans des proportions de moins en moins accessibles pour un jeune qui veut démarrer et s'installer. Même dans des terres aujourd'hui avec des potentiels type dans le secteur, quand on va sur Curcy-sur-Orne ou autre, où c'est quand même pas des potentiels de sol exceptionnels, on atteint des prix qui dépassent les 10 000 € de l'hectare, donc c'est presque incohérent en fait aujourd'hui. Donc, mais il y a des acheteurs en fait, hein, donc c'est ce qui fait que ces prix sont, tant qu'il y aura des acheteurs aujourd'hui, le foncier est une valeur refuge en fait aussi pour des personnes qui veulent investir. Donc, madame. Après, je voulais quand même dire que l'objectif pour un agriculteur qui s'installe, c'est pas forcément d'acheter du foncier. Pas forcément. Donc à ce moment-là, la SAFER n'intervient pas, quoi. Ou très peu. Parce qu'après, il faut trouver quelqu'un qui puisse un apporteur de fonds de capitaux pour financer, tout à fait. Mais après, aujourd'hui, même un jeune qui veut s'installer, il peut être confronté à un voisin, par exemple, qui lui veut est en capacité, par exemple, d'acheter, en fait, et il se retrouve aussi, peut se retrouver en concurrence sur ce sujet-là. Donc après, il y a des processus de commission pour attribuer les terres aux différents prétendants, mais
Mais c'est quand même une des difficultés aujourd'hui que, effectivement, la SAFER a quand même cette difficulté de réguler. En plus, alors la réglementation évolue petit à petit, mais en fait, la SAFER a aussi souvent été contournée par de la constitution notamment de sociétés, puisque la transmission de parts de sociétés n'était pas gérée en fait par la SAFER, c'était opaque en fait et beaucoup de transmissions de fermes en fait se sont fait aussi à travers des constitutions de sociétés. Aujourd'hui, on voit qu'on a de plus en plus d'exploitations agricoles qui sont sous des formes sociétaires et non pas sur des formes individuelles. Et ça complexifie la chose. On a compris que c'était complexe et qu'il y avait des freins. On fait comment là pour les reprises, les exploitations qui grossissent? Donc on souhaiterait qu'elles restent sur un format qui est le nôtre en Normandie ici. Mais comment fait-on? Diversifier, comment on fait? Alors pour diversifier, je pense qu'il faut créer en fait un environnement qui soit favorable en fait à l'installation de jeunes sur des plus petites surfaces. On voit qu'aujourd'hui l'enjeu notamment climatique, c'est quand même aussi de l'évolution de nos modes alimentaires, donc consommer moins de viande, plus de légumes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de projets de jeunes, des porteurs de projets à l'installation qui sont vers la production maraîchère. Alors pour diverses raisons, notamment effectivement l'approvisionnement local et principalement en bio en fait, de légumes, mais également le fait que ça leur permet de développer une activité sur une plus petite surface, donc avec un apport de fonds et des coûts qui sont plus accessibles que d'aller sur des grosses structures céréalières, quoi. Donc et pour créer, je dirais, ce biotope favorable à ces installations, c'est les consommateurs aujourd'hui consommateurs, mais que ce soit individuels ou même les cantines scolaires ou ça peut être tout ce qui est restauration collective, sont aussi des vecteurs qui vont agir ou pas vers ce type de biotope plus favorable à ce changement et à ces installations. On est consommateurs et acteurs, oui. Mais c'est plus facile pour un jeune de se mettre sur des cultures de maïs ou je ne sais quoi. Enfin, au niveau rémunération, on gagne mieux sa vie avec du maïs que de la vache. Alors oui, les chiffres aujourd'hui, c'est la rémunération moyenne est plus intéressante sur les systèmes grande culture que sur l'élevage. Mais l'élevage, on a aussi, alors il y a la production, on va dire du produit fini, hein, que ce soit des œufs, de la viande, etc. Mais l'élevage, on a aussi des bénéfices environnementaux qui sont à ne pas négliger en fait pour nous consommateurs. Hein. C'est pas que la consommation du produit. C'est aussi quand on souhaite fertiliser, alors notamment on parlait là développer les légumes, les productions potagères à proximité des villes. En fait, alors on peut composter, mais on a aussi besoin de fertiliser en fait ces terres. Et le meilleur moyen aujourd'hui de fertiliser, ça reste quand même l'organique. Alors nous qui sommes en production biologique, forcément, on n'utilise que nos fientes de poule pour fertiliser en fait nos céréales. Et ça permet en fait de recréer une vie du sol et de pouvoir avoir un cercle vertueux dans notre production agricole. Très bien. Donc on a besoin de l'élevage à côté de la production agricole. Et pour nous, en fait, juste pour resituer notre cas particulier, en fait, nous, l'installation, alors c'est faite en 2016 d'abord avec ma compagne Aurélie Levasseur sur la ferme de Mondeville. On a eu effectivement l'opportunité en fait de pouvoir s'installer et reprendre une partie puisque son père était agriculteur, donc ça a facilité d'avoir ce qu'on appelait à l'époque une surface minimum d'installation. Et donc c'est vraiment un élément qui est quand même essentiel en fait aujourd'hui pour installer des jeunes. Donc ça peut être aussi l'ouverture de certaines fermes. En fait, aujourd'hui, une ferme qui fait 200 hectares, potentiellement, on peut imaginer qu'elle peut libérer 1,5 hectare, 2 hectares, pour installer un jeune qui veut faire du maraîchage sur des terres qui sont appropriées. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas... il faut aussi raisonner l'ouverture des exploitations à accueillir aussi d'autres activités de manière à donner plus de résilience, aussi plus de cohérence plutôt qu'un agriculteur qui est quand même un métier aussi relativement solitaire. Donc de pouvoir aussi associer d'autres personnes sur la même ferme pour pouvoir travailler en cohésion et dans un objectif de recréer aussi du lien social et de diversifier ses productions. Très bien, merci. Des questions, je crois. Oui, non, non. Bon, c'était juste... On n'a pas fini.
Non mais c'était juste des informations complémentaires, il n'y a pas de souci. Parce que moi je suis le maître du temps. Hein. Et donc là je suis à combien? On a un peu débordé. Donc il y avait un point avec Terre de Liens quand même justement pour la transmission du foncier en fait, qui est quand même une association qui œuvre énormément en fait sur le portage et l'aide pour des jeunes qui veulent s'installer. Donc voilà. On peut dire 2 mots sur le fonctionnement de Terre de Liens, où tout le monde connaît. Ça marche avec Biocoop, non? Alors il y a des Biocoop qui mettent en avant des producteurs Terre de Liens auxquels elles achètent des produits. Mais sinon, très rapidement, le fonctionnement de Terre de Liens, c'est une structure à l'échelle nationale. C'est un mouvement, le mouvement Terre de Liens. Il y a la foncière, la fondation, et puis les assos locales. Et donc le fonctionnement, c'est que des individus, des citoyens, mais aussi des collectivités, des entreprises peuvent prêter ou donner de l'argent, ou des fermes, ou d'autres biens, et qui vont permettre, tout ça va permettre de racheter des fermes ou de les garder, quand c'est un don de ferme directement, et de permettre l'installation de personnes souvent non issues du milieu agricole, qui n'ont pas trouvé de terre pour s'installer, et donc Terre de Liens va leur louer en fait la terre. Voilà. Donc ça permet à ces personnes de s'installer sans avoir à acheter. Terre de Liens leur loue au tarif du bail rural préfectoral, et ils sont tenus par contre de cultiver en bio, ou en tout cas de façon assez, je sais pas, en bio, ouais, en bio. Voilà. Merci. On peut tous aider à l'installation de producteurs bio et locaux en finançant, on peut donner des petites sommes. Hein. Acteur. Mathilde Vermès, en tant qu'agricultrice et en tant qu'élue également à la Chambre d'agriculture, c'est sur la thématique du tissu économique que vous allez intervenir maintenant. Oui. Je voulais... Il y a des petits slides ou pas? Non. Bon, non, okay. Non, moi j'ai... Bon, il n'y a pas. Je fais ça? Je suis pas doué. Non, je voulais juste apporter quelques petites précisions qui n'ont pas été apportées avant, mais c'est pas grave. On est là pour se compléter. Juste par rapport à la terre, rappelez quand même, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, à cause de l'urbanisation, il y a quand même un département français qui disparaît tous les 7 ans sous le béton. Hein. Donc, faut quand même... alors, effectivement, nous, notre problématique, c'est la terre, de base, parce qu'on a besoin tous de ça pour produire, qu'on soit en bio, en conventionnel, sur 2 hectares ou sur 200. Enfin, voilà. La problématique de base, c'est toujours la même. Et c'est vrai que, du coup, il y a... on disait tout à l'heure que le prix de la terre augmente, mais c'est également parce que, en fait, il y a de moins en moins de terres agricoles, en France notamment, parce qu'il y a eu, je pense, beaucoup d'abus. Et notamment, c'est vrai que quand on voit les bâtiments qui se construisent à droite à gauche, je ne sais pas si dans votre secteur, voilà, vous avez dû voir aussi, mais moi, pour aller à Caen depuis 20 ans, entre Saint-Martin-de-Fontenay et Caen, c'est impressionnant, et c'est juste un exemple. Hein, mais c'est vrai que partout, on voit du grignotage sur les terres agricoles. Et en plus, c'est quand même un choix des agriculteurs, c'est eux qui vendent la terre. Ah non, en général, ce sont des propriétaires. Enfin, en fait, l'agriculteur, en règle, bien souvent, il est plutôt locataire que propriétaire. Hein. Donc lui, il est exproprié. Hein. Donc il gagne pas. Et en plus, c'est son outil de travail. Donc il n'a pas intérêt, si vous voulez, à perdre de la terre. Et des fois, l'expropriation, c'est plutôt le propriétaire. Alors, je vais pas provoquer une guéguerre entre propriétaire et locataire. Hein. On n'est pas là pour ça. Mais c'est pas toujours le propriétaire, l'agriculteur qui est donneur d'ordre, en fait. Lui, il est un petit peu tributaire du choix du propriétaire. Et puis, derrière, il y a également l'acheteur qui est calé dans l'ongle et qui lui propose aussi une somme plutôt intéressante, quoi. Donc, voilà. Petit geste écolo, revendons nos maisons secondaires. Oui, effectivement, mais... Non, mais en Normandie, et notamment dans le Calvados, on a de plus en plus de maisons secondaires aussi. Hein. La région parisienne fait que... à proximité, fait qu'on a de plus en plus de maisons secondaires. Donc c'était juste un petit
une petite précision que je voulais apporter parce que je trouve que c'est important aussi. Et puis aussi, pourquoi on n'a pas ou pas assez des fois d'agriculteurs à proximité sur des petites surfaces et notamment des maraîchers? C'est aussi parce que le métier est dur. En fait, la pénibilité au travail, c'est important. Et c'est vrai que des fois, on se dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas, par village ou par petite ville, on n'a pas 2 maraîchers? Et c'est vrai que, franchement, il faut le faire. Hein. Enfin, moi, je leur tire mon chapeau. Moi, je suis agricultrice, mais plutôt, je mécanise beaucoup de choses. Et un maximum. Et c'est vrai que s'il fallait que je me baisse tous les matins pour aller arracher mes poireaux pendant 2 heures dans le froid, je ne sais pas si je le ferais. Et franchement, et c'est pour ça que c'est hyper frustrant quand ces agriculteurs-là, ils ont du mal derrière à vendre leurs produits, parce que en fait, on ne se rend pas compte du travail que c'est et de la pénibilité. Et je trouve que c'est important de le souligner aussi, parce que ça fait partie du job, quoi. Voilà. Donc après, au niveau économique, en fait, le fait que chaque citoyen fasse l'effort, quelque part, si on peut considérer que c'est un effort, mais fasse l'effort de manger en local, c'est aussi travailler aussi sur le tissu économique du coin. C'est-à-dire que l'agriculteur qui a produit dans le coin, qui a été livré au supermarché ou au Biocoop ou qui vend en direct son produit, il fait travailler également des gens autour de lui, en fait. C'est pas un agriculteur, il fait travailler au moins 6 personnes autour de lui. Donc ça peut être les conseillers, ça peut être chez qui il achète, ça peut, les produits, c'est tout le tissu. En fait, c'est un tissu derrière qui est important. Donc le fait de travailler en local, c'est aussi soutenir. Il fait par exemple faire des travaux à des entreprises locales pour aménager son exploitation, pour je sais pas, même des travaux sur sa ferme parce qu'il n'a pas les outils. Voilà. Donc ça fait partie du tissu économique. Et puis je voulais également dire que je me rappelle plus d'ailleurs. Ça va revenir. Oui, en fait, le fait de travailler en local, c'est aussi travailler à notre échelle sur la limitation du gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, effectivement, alors on va consommer moins de viande si on le souhaite ou pas. Ça, chacun est libre encore en France de manger ce qu'il a envie de manger et libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais le fait de soutenir quelque part l'alimentation locale, c'est limiter les transports, quoi. Enfin, ne serait-ce que le transport, par exemple, je sais pas moi, n'importe quel produit, les bananes, c'est vrai que c'est pas facile, mais le reste, en fait, faut essayer d'acheter de saison et local. Voilà. Alors local, je dirais déjà Normandie, c'est à mon avis, c'est déjà, département si on peut, Normandie, bon, voilà. Si on trouve pas, mais voilà. Plutôt gâté sur la Normandie. On n'aurait pas cette biodiversité dans d'autres régions. Je pense que là, on a quand même encore la chance d'avoir un climat assez clément, on va dire, et avec quand même une diversité de produits assez importante. Donc, il faut en profiter. Merci. Des questions ? Alors, Monsieur Bizel, vous allez intervenir maintenant, à nouveau, mais cette fois-ci sur notre santé et celle de notre planète, de notre environnement. Il y a un lien direct, rassurez-moi, entre notre bonne santé et celle de notre environnement. Alors, effectivement, donc là, on voit, en fait, c'est une diapo sur la corrélation. En fait, on a quand même souvent tendance à imaginer la santé humaine comme un silo. On fait d'énormes progrès au niveau de la médecine, au niveau des solutions de traitement, etc. Et que si la santé humaine, si on arrive à progresser en fait en espérance de vie, tout va bien.
Le problème, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'espérance de vie en bonne santé, elle commence aujourd'hui à reculer, en fait, parce que finalement, la santé humaine n'est pas unique et isolée de son environnement. On vit en fait dans un contexte qui nous impacte en fait directement sur notre santé. Et ça impacte également la biodiversité, la faune sauvage, etc. Donc aujourd'hui, c'est donc ce principe qui s'appelle, en fait, j'ai repris le mot anglais One Health, qui permet en fait qui a été imaginé plus par les anglo-saxons, justement, de raisonner aujourd'hui nos décisions quotidiennes et politiques via ce prisme qui fait qu'aujourd'hui, notre santé humaine, elle est aussi dépendante de la santé de ce qui nous entoure, de l'environnement, de la qualité de l'eau, de la qualité de la diversité de la faune sauvage. Et donc là, on reprend quelques éléments, notamment, par exemple, sur les maladies infectieuses. On ne va pas revenir sur des souvenirs passés, mais quand même 60% en fait, donc, des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. Tout ce qui est micro-organismes, et notamment tout ce qui est un sujet qui est quand même très important, ce qui est notamment l'antibiorésistance. Aujourd'hui, on sait notamment dans le milieu d'élevage, il y a énormément d'efforts qui ont été faits, notamment en conventionnel, pour réduire en fait l'usage des antibiotiques, puisqu'on a vu finalement les effets que même la pollution notamment qui était impactée sur l'eau développait en fait des bactéries qui étaient résistantes à certaines familles d'antibiotiques. On a également notamment les butineurs, en fait, donc les pollinisateurs. Aujourd'hui, 75% en fait, des espèces cultivées sont dépendantes en fait, pour se reproduire en fait, des pollinisateurs. D'où l'importance aujourd'hui de notamment privilégier des modes de production qui n'utilisent pas d'insecticides, avec notamment donc, le cahier des charges d'agriculture biologique. Et autrement, on peut parler aussi des activités humaines en fait, sur tout ce qui est contamination de l'environnement. Donc santé des animaux, santé humaine, santé de l'environnement, tout est lié en fait. On ne peut que... alors ça paraît tellement évident en fait quand on se pose la question, mais on se rend compte qu'aujourd'hui nos actes quotidiens ont aussi des conséquences sur notre environnement, suivant ce qu'on consomme, comment on consomme, comment on se déplace, etc. Tous ces éléments en fait ont à notre petite échelle en fait des effets plus ou moins bénéfiques sur notre santé. Et donc le principe, alors là, ça permet de reprendre en fait les différentes sources de pollution qui existent en fait sur la santé environnementale. Donc la pollution de l'air, la qualité de l'eau, les produits chimiques, les radiations, le bruit en fait, c'est quelque chose, sur la communauté de communes, on est relativement, je pense, préservé de la pollution sonore, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligé. Donc là, c'est plutôt la partie risque lié au travail. Les pratiques agricoles avec l'usage des pesticides, l'environnement en fait, de vie et de la construction en fait, avec les pollutions au sein des habitations ou des lieux de vie, et également le changement climatique. Donc tous ces éléments-là, en fait, aujourd'hui, ont des conséquences en fait, sur notre santé. Et on retrouve notamment, quand même pour notre sujet de ce soir, qui sont donc notamment la pratique agricole, quelque chose qui va diffuser finalement dans pas mal d'éléments, parce qu'on a effectivement un élément pratique agricole, mais on voit qu'aussi finalement la pollution de l'air, elle n'est pas négligeable non plus. Aujourd'hui, les pratiques agricoles, on sait que ça peut avoir des conséquences également sur la pollution de l'air. L'utilisation donc des produits chimiques et également donc la qualité de l'eau qui est quand même un élément essentiel dont je voulais vous faire part ici en fait sur un rapport qui est sorti donc courant d'année 2024, juin 2024, qui a la particularité d'être un des premiers rapports qui a été conjointement mené en fait par les services en fait du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé et du ministère de l'Environnement. Qui, donc, comme le titre l'indique, en fait, c'est aujourd'hui prendre
conscience et connaissance en fait des risques liés en fait aux métabolites des produits phytosanitaires qui se retrouvent aujourd'hui dans les nappes phréatiques. Alors c'est vrai que moi à l'école, en école d'agriculture, quand on posait la question les phytos, qu'est-ce que ça devient? Ah bah pas de souci, c'est détruit par le sol, la vie biologique, c'est dégradé, il n'y a aucun souci, jamais on retrouvera de produits phytos dans les nappes phréatiques. Bon, malheureusement, 50 ans d'agriculture aujourd'hui qui a énormément investi de la chimie, malheureusement, on retrouve en fait des sources en fait et des métabolites en fait de différents pesticides dans l'eau potable en fait, puisque malheureusement, c'est pas forcément des molécules qu'on arrive en plus facilement en fait à éliminer. Puisque déjà tous les captages d'eau aujourd'hui ne sont pas forcément équipés en fait pour éliminer ce type de polluants. Donc c'est un élément aujourd'hui qui reflète justement l'impact du type de production agricole qu'on favorise ou qu'on choisit sur notre environnement et sur notre santé en fait à moyen long terme. Là je vous ai repris parce que le dossier fait plus de 500 pages donc si vous êtes courageux pour vous plonger dedans, mais c'est quelques éléments en fait importants quand même. Donc comme quoi, il y a les rapporteurs en fait du dossier en fait estiment qu'aujourd'hui il y a un échec en fait des gouvernements justement à pouvoir préserver en fait la ressource en eau. Donc notamment pour ce qui concerne en fait les problématiques de pesticides. Et aujourd'hui, il faudrait en fait des mesures beaucoup plus ambitieuses en fait pour pouvoir reconquérir en fait la qualité de l'eau, parce que l'eau, faut bien avoir en tête que c'est un cycle fermé en fait. L'eau qu'on boit aujourd'hui, c'est l'eau que buvaient nos ancêtres, parce que même s'il y a une évaporation, en fait, l'eau ne se crée pas. Elle reste continuellement. Donc ces polluants aujourd'hui, on sait que les sols en fait il y a un stock qui est présent et qui continue en fait finalement à relarguer petit à petit au niveau de notre ressource en eau. Donc le choix de l'agriculture biologique notamment pour nous a été un élément essentiel puisqu'on est nous sur la ferme en fait sur une aire d'alimentation et de captage avec un captage d'eau qui est juste derrière entre nous et Sainte-Honorine-du-Fait où là en fait du fait de cette proximité avec le captage, ça a été un élément essentiel pour nous pour démarrer et avoir une activité en agriculture. Pour avoir l'agrément, il y a une analyse qui est faite régulièrement pour avoir l'agrément bio. Alors, par rapport à l'eau. Alors l'eau, non en fait, non. Puisque je dirais, on a des voisins en fait, donc notre activité, même si elle n'utilise pas de produits phyto. Après, nos voisins, eux, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui interdit. C'est pour ça, c'est une des conclusions du rapport, c'est qu'aujourd'hui, eux voudraient qu'il y ait des ambitions beaucoup plus importantes pour pouvoir vraiment au moins protéger les aires d'alimentation et de captage. Le but, c'est pas de faire du bio sur toute la surface, toute la SAU française, mais c'est au moins de prendre conscience que cette eau, on doit la rendre à nos générations futures la plus propre possible et ne pas leur donner un élément avec des polluants qu'aujourd'hui, malheureusement, ça coûte énormément cher à retraiter. En fait, pour avoir un ordre d'idée, les chiffres annoncés du syndicat ou du bassin canet, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte 3 fois plus cher de retraiter une eau que de la préserver en qualité. Il y a des pratiques d'agriculture qui sont plus polluantes que d'autres. Alors forcément, vu qu'à partir du moment où on utilise des produits phytosanitaires, forcément, potentiellement, on peut polluer la nappe phréatique. Et donc, le mode de production de l'agriculture biologique qui exclut tout produit de synthèse, en fait, donc ça peut utiliser certains produits qui sont autorisés en agriculture biologique, mais qui sont forcément uniquement issus naturellement, en fait, c'est pas des synthèses chimiques. Donc forcément, aujourd'hui, c'est l'agriculture biologique, donc c'est ce qui est mis ici, en fait, notamment, qui n'est pas assez soutenu en fait, au niveau politique. Pour situer, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en 2023
qui mettait en avant que l'agriculture biologique n'était pas assez soutenue, et même la France est le pays au sein de l'Union européenne qui apporte le moins de soutien à l'agriculture biologique. Voilà. Il avait semblé pendant le Covid là, qu'on était tous revenus sur du local, à manger bio, etc. Et que ça avait un petit peu beaucoup dérapé après. Le contexte inflationniste, en fait, a questionné beaucoup, je pense, le pouvoir d'achat, hein, forcément. On est tous confrontés à cette question. Après, c'est un arbitrage à faire au niveau individuel. Hein, mais nous, on est beaucoup en contact, par exemple, avec le Secours populaire, en fait, où on est amené à faire des dons. Par exemple, quand on démarre un lot en fait, de poules pondeuses, au début, elles font des petits calibres en fait, qui sont pour nous pas commercialisables. Donc on les donne en fait, au Secours populaire, et c'est vrai qu'eux en fait, reviennent vers nous et sont même satisfaits d'avoir des petits élevages en fait, ou des petits producteurs locaux, parce qu'aujourd'hui, ils ont de moins en moins de ressources au niveau de la grande distribution alimentaire, qui, elles, essayent au maximum de réduire, de faire des promos, des moins 50 pour ne pas avoir d'excédent. Et aujourd'hui, se retrouvent relativement démunis en fait, pour la distribution qui explose carrément. En fait, ils constatent notamment même des étudiants sur Caen qui sont vraiment en détresse et qui sont de plus en plus demandeurs en fait, de l'aide alimentaire. Donc pour nous, c'est quand même quelque chose qui est assez inquiétant pour la situation aujourd'hui. Alors que le territoire, en termes de ressources alimentaires, on est excédentaire, on exporte en fait des céréales notamment, et à côté de ça, on a des étudiants qui sont sur Caen, qui ont du mal à se nourrir, quoi. Voilà. Bien. Des questions avant de passer. Donc maintenant, on arrive une grosse partie, en fait, on répond à cette demande, quoi. Oui, parce que je ne sais pas si vous connaissez le magasin Goût et Qualité à Bréville-sur-Odon. Bien sûr. Souvent, une fois par mois, il y a un agriculteur qui vient et qui vend ses poules. Donc, voilà, ça vous posez la question. Oui, alors je crois que c'est une association en fait pour tous qui s'est un peu lancée justement de racheter des poules. Alors on a été sollicité aussi en fait, mais c'est une approche qui est pour nous un peu particulière parce que nous on aime bien rencontrer les futurs acheteurs et on vend directement dans notre logique de vente directe. Et là, l'association, elle se propose d'être un intermédiaire, en fait, de racheter des lots de poules. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans des gros élevages qui ont 9000 ou 12 000 poules plein air, faut avoir l'idée qu'à peu près, habituellement, dans les pratiques habituelles, ça partait, en fait, à l'abattoir. Et la poule est à peu près payée, alors en bio, 20 centimes, en fait, du kilo. Donc pour l'éleveur, en fait, lui, ça lui paye l'équipe pour ramasser des poules et c'est tout, en fait. C'est pas ce qu'on paye derrière. Hein. Et en fait, là, l'association, je crois qu'elle proposait 1 € de la poule, donc pour les éleveurs, c'est intéressant. Merci, Monsieur Bizel. On va demander à Monsieur Pierre Coffetier d'intervenir de la MAP de Vieux, mais pas que. Mais pas que. Pas que de Vieux. Oui, voilà. C'est pour être drôle. Alors, lien social, votre marché là, de la MAP à Vieux, donc, qui permet effectivement de faire en sorte que les producteurs et les consommateurs se rencontrent. C'est peut-être ça la solution, justement, qu'il y ait des rencontres. Je pense que c'est une démarche qui part d'assez loin, parce qu'on a 16 ans d'existence, donc on est bien installé sur le territoire. Là. C'est une démarche qui part d'une initiative d'une seule personne, finalement, hein, qui sortait de voir un documentaire qui s'appelait « Nos enfants nous accuseront ». Un petit sentiment de culpabilité là-dedans, quoi. Et qui s'est dit il faut qu'on reste pas spectateur, qu'on soit acteur. Donc l'idée, c'était de contacter un maraîcher, puis de faire commencer comme ça, donc avec une quarantaine de familles, à faire le panier. Le panier, c'est-à-dire des produits un petit peu imposés. Et puis au fil du temps, donc d'autres producteurs se sont joints à l'affaire, et puis est née l'idée d'un marché ouvert, avec un lieu. Donc la chance aussi, c'est une commune qui accepte d'accueillir. On a
un vieux préfa hors d'âge, un préau, ancien préau scolaire ouvert qui peut nous abriter. Et donc, on peut, depuis un certain nombre d'années, faire fonctionner ce marché qu'il pleuve, qu'il vente, même quand il y a eu la neige, même quand il y a eu le Covid, on ne l'a pas arrêté, quoi. Et donc, avec, je pense, une satisfaction de tous les producteurs qui sont présents, puisqu'il y a environ 120 adhérents à la MAP, plus, nous, on ne fait pas de statistiques, mais on voit passer plein de gens qui viennent au marché sans être mapiens. Voilà, donc, même pour des productions qui peuvent nous sembler originales, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est sur le marché, c'est aujourd'hui, hein, c'est tous les jeudis, en fin d'après-midi, 17h30, 19h30, à Vieux, derrière la mairie. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un qui fait la lactofermentation. Je ne connaissais pas ça, mais c'est une façon aussi de préparer des légumes et qui rencontre un certain succès. Donc, finalement, une vingtaine de producteurs avec qui on travaille. Certains, on les voit toutes les semaines. Notre maraîchère qui fait un travail extraordinaire pour nous fournir toute l'année en légumes chaque semaine. Viande aussi, donc volaille, les œufs, le pain, le cidre. Voilà ça. Donc des producteurs qui viennent plus ponctuellement, tous les 15 jours, les fromages. On a depuis peu le Pont-l'Évêque. Il y a un simili-livaro qui nous vient de près de Dezulé, là. Et puis une alternance fromage de chèvre, fromage de brebis. Donc ponctuellement aussi, producteur de porc qui vient une fois par mois, quelqu'un qui fait ses farines, donc, et puis encore plus irrégulièrement, le vin qu'on fait venir là de loin, parce que c'est en Anjou, vin bio et solidaire, il y a du vin en Normandie, mais pas encore apporté des bourses. Hein. Donc on a un marché qui est vivant, avec beaucoup d'échanges, je pense aussi de convivialité. Alors aujourd'hui, par exemple, il y a Bistroté, donc c'est Vincent qui a aménagé son bus en salon de thé. Il y a des jeux pour les enfants, et il y a les gens qui se rencontrent pendant ou après le marché. Donc des rencontres, un échange aussi entre générations, du lien qui se fait comme ça, des rencontres. Et puis qui débouche sur des tas de choses. On parlera, je pense, ensemble du lien social. Hein. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel dans notre petit fonctionnement modeste, mais on a l'impression de vivre quelque chose déjà de sympa dans l'échange, et puis dans lequel nos producteurs se retrouvent. Donc je n'ai peut-être pas tout dit, mais voilà une petite approche de notre marché de la MAP. C'est bien vendu, hein. Là, oui. On peut vous demander d'intervenir ensemble avec Bouge ton coq, si vous le voulez bien, Mathilde. Là, inévitablement, vous êtes amené à travailler ensemble avec des structures comme la MAP, de les mettre en place, de les accompagner ou pas? Alors, non. Nous, en fait, on accompagne des collectifs de citoyens à la création d'épiceries participatives. Donc, c'est eux qui vont se saisir, en fait, de la création de leur propre épicerie. C'est quoi une épicerie participative? Alors, une épicerie participative, c'est une épicerie, en fait, quand vous rentrez dans une épicerie participative, elle ressemble vraiment à toutes les autres. Hein. C'est-à-dire que vous rentrez, vous avez des produits sur des étagères, des gens qui vous accueillent, voilà, et qui sont derrière le comptoir. Mais il y a deux différences majeures. La première, c'est que l'épicerie participative s'ouvre toujours dans un local communal et qui est prêté par la mairie. Donc, il n'y a pas de loyer. Et la deuxième chose, c'est que les personnes qui sont derrière le comptoir et qui s'occupent de l'épicerie ne sont pas des salariés, mais sont des bénévoles. Voilà. Donc c'est un modèle avec très très peu de charges qui permet donc de pouvoir revendre tous les produits à prix coûtant. Et c'est un modèle qui fait la part belle aux producteurs locaux et qui a pour objectif justement de ramener un lieu de lien social dans une commune, à travers aussi l'alimentation, dans des communes qui malheureusement ne pourraient pas voir ouvrir un commerce classique, puisqu'il y a une zone de chalandise qui est trop faible. Voilà. C'est ça la grosse différence avec une épicerie dite classique. Qui est décideur de la mise en place de ces épiceries alors ?
Alors, il y a la mairie. C'est-à-dire qu'en fait, comme le maire, les équipes municipales prêtent le local, c'est vraiment extrêmement important et les maires font un travail qui est quand même assez remarquable, je tiens à le dire là, parce que vraiment, dans les communes rurales, ils font un super boulot. Donc, c'est vraiment eux qui vont mettre voilà, un local à dispo. Et ensuite, c'est les citoyens, en fait. C'est les citoyens, le maire et les équipes municipales. Parfois, ils ne sont même pas, je dirais, dans l'organisation de l'épicerie. C'est vraiment les citoyens qui vont se saisir de cette opportunité pour créer leur épicerie. Voilà, donc c'est eux qui sont décisionnaires. Ce ne sont pas des épiceries bouche-ton-coq. Nous, on est un programme d'accompagnement, mais chaque épicerie est autonome, choisit son nom, choisit voilà, ses statuts. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement autonome. À quel moment vous intervenez à la création? Vous accompagnez ensuite sur la vie de ces épiceries ou... Oui, alors nous, on a majoritairement un rôle qui est un rôle au départ, on va dire. Parce qu'évidemment, quand on dit à des gens dans une commune, on va créer une épicerie participative, voilà, les gens ils disent, attendez, on commence par quoi? Comment on fait? Bon. Donc, ce qu'on fait toujours avant d'accompagner ce type d'initiative, c'est qu'on va proposer de diffuser une enquête citoyenne. Parce que quoi de mieux qu'en fait les citoyens pour choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent dans leur village. En fait. Donc on va diffuser une enquête, et sur cette enquête, il va y avoir différents points qu'on va venir interroger. On va venir interroger déjà les habitudes alimentaires des habitants de la commune. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont faire leurs courses, sur quel créneau horaire, voilà, combien de temps ils mettent pour aller faire leurs courses aujourd'hui, combien ça leur coûte en carburant. Ça va nous aider ensuite à se dire, ben voilà, en fait l'épicerie, il faut qu'elle soit ouverte tel jour, tel horaire, tout ça. Ensuite, on va venir interroger justement les producteurs, est-ce qu'ils connaissent des producteurs locaux? Et là, il y a des idées reçues, c'est-à-dire que souvent on se dit, ben, les gens qui habitent en ruralité, en fait, ils connaissent plein de producteurs locaux. C'est totalement faux, parce que nous, en fait, sur toutes nos enquêtes, il y a environ 60% des gens qui répondent qu'ils ne connaissent pas un producteur autour de chez... Voilà, donc il y a quand même plein de choses à découvrir là-dessus. Et la troisième chose qu'on vient interroger, c'est le lien social. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont l'impression de connaître les habitants de leur commune ou pas? Et est-ce qu'ils auraient envie de les connaître davantage autour d'un lieu, voilà, de lien social? Parce que, en fait, vous l'aurez compris, une épicerie, c'est presque un prétexte pour réouvrir un lieu de lien social dans une commune. Et rapidement, en fait, ce qui va émerger après voilà, la création d'une épicerie, c'est voilà, un café associatif éventuellement, des repas partagés, des temps en commun en fait. C'est ça qui va vraiment... Voilà. Et donc nous, on accompagne ça, on diffuse une enquête, ensuite on co-organise avec le maire et les équipes municipales une réunion publique, qui est une réunion d'information en fait. On va venir présenter les résultats de l'enquête, représenter le concept de l'épicerie participative et répondre à toutes les questions. Et ensuite, on va accompagner toutes les phases de la création de l'épicerie, choix des producteurs, organisation des plannings, voilà, on fournit un petit logiciel informatique qui va concentrer toutes les activités de l'épicerie sur un logiciel, donc on va former, voilà, donc on accompagne vraiment. Et une fois que l'épicerie est ouverte, on est là en soutien s'il y a besoin de nous pour des idées d'activités, d'animation. Mais en fait, après, voilà, l'épicerie, elle vit sa vie. Nous, on est vraiment là en support. Et comment sont identifiés les producteurs locaux? On va les chercher ou ils se présentent ou... Alors, il y a différentes options. Soit les gens, à travers l'enquête citoyenne, ont déjà donné tout un tas de noms. Voilà. Ensuite, vous connaissez certainement déjà, on propose aussi aux gens de consulter le site qui s'appelle Au Rendez-vous des Normands, qui est un site de la région sur lequel il y a à peu près tous les producteurs qui sont référencés. Et ensuite, on va aussi, grâce à notre logiciel Epicerio, on a déjà plein de producteurs qui sont référencés d'épiceries qui ont déjà ouvert. Donc en fait, ça donne aussi un petit pool déjà de producteurs. Et puis ensuite, c'est aussi aux gens d'aller voilà, s'informer, regarder ce qui existe autour de chez eux, et puis voilà, démarcher. Et donc, sur le site de la communauté de communes, sur une page touristique, eh bien, il y a aussi la liste des producteurs du territoire. Quoi. Voilà. C'est pas incompatible avec le marché du jeudi de la MAP, au contraire. Hein, ah non, au contraire, et puis plus il y a d'initiatives comme ça, je dirais que voilà, plus sa vie est mieux. Non, c'est super. Quelle vision vous avez, Pierre, justement de ces épiceries qui se développeraient? C'est tout à fait positif d'évoluer dans ce sens-là, et puis le plus rapidement possible, hein, pour répondre à toutes les nécessités dont tu nous as fait part. Il faut aller de l'avant et multiplier les initiatives. Pas de problème là-dessus. Elles existent, il y en a. Alors c'est une question que j'allais vous poser, justement. Donc oui.
Donc connaissez-vous des épiceries participatives dans le coin, comme vous dites, j'aime bien dans le coin. Il y en a-t-il dans le coin? Alors, il y en a une dizaine qui ont ouvert dans toute la Normandie, et il y en a environ 6 ou 7 qui sont en cours d'ouverture, et dans le Calvados, effectivement, il n'y en a pas encore près d'ici, encore. Mais on en a une qui est à Meules, à côté de Livaro. On en a une qui est à Seline, dans les Monts-Donnais, à côté de Monts-Donnais, voilà. On a une épicerie qui est en projet à Grès-sur-Mer, plus du côté Courseul, voilà, et une qui est en projet à Gonneville-en-Auge, dans le Calvados. Et ensuite, voilà, c'est dans l'Orne, dans les 5 départements. Et il y en a une depuis 2-3 ans à Thury-Harcourt, qui était à la base d'une AMAP depuis 2014, et ouais. C'est une épicerie participative maintenant. Ouais. Voilà. Donc, mais ça, en fait, c'est des épiceries que nous, on n'a pas accompagnées, parce qu'on n'accompagne que des épiceries qui sont dans des communes où il n'y a pas de commerce. Mais effectivement, il y a aussi... C'est ce que j'allais dire, en fait, sont identifiés d'abord un no man's land de commerce où du Sud, il n'y a pas de supérette, il n'y a rien, donc il y a une nécessité de les mettre en place, ces épiceries. Oui, l'idée, c'est pas du tout de venir faire concurrence, hein, vous l'aurez bien compris, à des commerces qui existent déjà, parce que l'idée, c'est de venir en complémentarité et justement d'apporter un service qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Donc nous, c'est uniquement voilà, des communes qui sont en général à 4, 5, 6 km d'une supérette ou voilà, d'un commerce alimentaire et qui n'ont plus sur leur territoire et qui doivent automatiquement prendre leur voiture pour aller faire leurs courses. Vous auriez des suggestions à faire pour votre village ou vous qui êtes là, je ne sais pas où vous habitez, mais oui, en citant les communes, dire voilà, dans telle commune, il n'y a pas de supérette. Oui, l'initiative, ça fonctionne, hein, bien sûr, c'est très bien, je trouve que ça se fasse. J'ai l'impression quand même que ce sont les habitants des communes hein, qui pourraient peut-être inciter plus la mise en place de ces épiceries quand même. Voilà, je vois bien, moi, dans une commune hein, où j'habite, par exemple, la difficulté serait d'avoir un local, par exemple, parce qu'il faut que le local soit prêté par la municipalité. Aujourd'hui, les municipalités, alors pour certaines, ont des besoins financiers, donc on préférait louer plutôt le local transformé en logement, dont on a forcément besoin aussi. Mais la difficulté, c'est ça. Je crois que ça va être que la municipalité, les mairies acceptent aussi de prêter un local pour créer cette épicerie. Donc je pense que l'initiative peut venir des habitants, les collectifs. On connaît de plus en plus ces collectifs citoyens, hein, ça existe dans d'autres domaines. On a les collectifs d'énergie citoyenne, par exemple, hein, ça sont un collectif dont on parle le plus maintenant. Mais des collectifs pour créer des petits commerces, des épiceries et tout, je pense que ça peut venir véritablement des habitants. Mais à Thury-Harcourt, il y a des commerces à Thury-Harcourt. Comment on a pu monter une épicerie participative à Thury? C'est une volonté des habitants, justement, ou de la mairie? Une volonté des habitants à la base, c'était... c'était oui, un petit pool de 5 habitants qui ont créé la MAP. Et ils ont vu qu'en termes d'organisation, c'était pas mal de se tourner vers le système Mon-Épi. Donc il y a un site internet monepi.fr qui propose un petit système logiciel administratif qui permet de faire des factures, de créer des commandes de manière quasi automatique, quoi. Donc voilà, ça simplifie beaucoup le travail et donc ça s'est donc transformé en épicerie participative et donc on a 70 adhérents, donc c'est à l'assaut Arbre à Thury-Harcourt qui donnent 1 heure par mois de leur temps pour faire fonctionner cette épicerie et ça fonctionne bien. Ça va te donner des idées à Pierre, ça, hein, parce que à Vieux, une petite épicerie participative qui fonctionnerait un petit peu tous les jours ou en fonction d'une enquête préalable. Hein. Mais l'idée était dans l'air à Vieux, c'était de créer effectivement un lieu. On a aussi un lieu touristique à Vieux, donc il y a des gens qui passent. Il pourrait y avoir un lieu d'hébergement. Il y a une petite bibliothèque municipale. Il peut y avoir un café aussi. Voilà. Donc il y a des idées comme ça qui ont émergé, mais qui sont un petit peu dans les nuages, et puis mais qui supposent un investissement militant quand même. Bon, je crois que, je ne l'ai pas dit, mais on a une équipe qui est quand même solide de bénévoles. Il faut qu'il y ait 6 bénévoles à chaque marché pour faire fonctionner la MAP, et sans eux, ça n'existe pas. Et
Et voilà. Et donc ça nous mobilise déjà pas mal, quoi. Anaïg, excusez-moi. Question. L'épicerie de Tuyaco, elle est à la gare, c'est ça? À l'ancienne gare, c'est une épicerie donc associative aussi, mais c'est un café épicerie. Ouais. Donc c'est pas exactement le même modèle. Ça émane également de l'asso Arbre, mais c'est une association à part entière qui fait vivre un ancien. Voilà, l'ancienne gare et qui est donc un petit commerce qui fait beaucoup de liens avec l'aspect touristique, puisque c'est le long de la voie verte. Donc voilà, il crée des événements régulièrement. Et l'asso Arbre en elle-même, avec l'épicerie participative, elle a pignon sur rue, entre guillemets, en face de la piscine. C'est le bâtiment rouge. Et donc voilà, ils ont un local avec quasiment 600 références, donc des choses qu'on peut commander comme pour un drive, et des produits qui sont dans les rayonnages dans une toute petite pièce, voilà, qui est prêtée par la commune. Ouverture publique. Pas du tout. C'est uniquement sur adhésion pour ce modèle-là. Voilà. Donc voilà. Sinon, à la gare, ils font des produits locaux. Hein. Ah oui, c'est bien. Hein. Non, mais la voie verte, elle est là. Vous prenez votre vélo et puis on y est. Hein. Ouais. Moi, je vous pose une question. Oui. Madame qui appartenait à votre contrat. Oui. Est-ce que vous êtes rémunéré? Non. Est-ce que vous êtes rémunéré pour ce système que vous mettez en place? Alors moi je suis salariée de l'association. Oui, tout à fait. On est on est une association nationale, donc on a des salariés, et moi en fait je représente la région Normandie, donc je suis la seule salariée de l'association sur la Normandie, tout à fait. Et après les épiceries sont portées par des bénévoles. Donc moi mon rôle c'est d'animer, voilà, de créer exactement. Tout à fait. Ouais. Vous adhérez à ce genre d'initiative d'épicerie participative sur des petites communes, hein? Oui. Il y a beaucoup de... Heureusement, je fais partie aussi de la MAP de Vieux. Il y a beaucoup de bénévoles, d'adhérents, mais il y a des producteurs qui ont aussi besoin de nous. Donc c'est tout un ensemble. Et quand on parle aussi d'épicerie participative ou collaborative, il faut aussi que les gens autour, ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils fassent vivre tout ça, parce que on peut être bénévole, on peut être producteur, s'il n'y a pas de client en face, ça tombe dans le lac. Donc c'est quand même une prise de responsabilité qu'on doit tous avoir. Moi, quand je vois des haricots verts qui viennent du Kenya, je me demande qu'est-ce qu'ils font les producteurs au Kenya pour manger. Hein, si pendant ce temps-là, ils nous préparent des haricots verts qui sont déjà écoutés quand ils arrivent chez nous. Bonsoir, Christopher, je suis élu à Vieux. Ça me permet de compléter ce que Pierre a dit. Effectivement, il y a des communes qui ont des problématiques autres, qui sont de louer des biens, etc. Il faut aussi avoir les biens pour pouvoir accueillir, soit des biens en état. On a effectivement, nous, des biens qui ne sont pas en état, qui pourraient accueillir ce type de projet. Il y a des biens aussi, on va dire qu'on pourrait être en attente. Voilà, il y a un projet actuel qui est en cours. Qu'est-ce qui va devenir de ce projet-là? Est-ce qu'on peut le transformer? C'est le fameux dossier dans les nuages que tu exprimes, qui était porté par Marie-Pierre au départ. Maintenant, il y a des réalités aussi qui sont financières pour les communes. C'est un projet. L'épicerie, c'est un projet. On a eu une proposition sur la commune de Vieux fin 2020, début 2021, mais on pouvait absolument rien faire en fait pour l'accueillir. On n'avait pas le local. Si on voulait le local, il fallait investir. On n'était pas en capacité financière d'investir. Donc effectivement, c'est une question politique. Il faut le porter, mais à un moment donné aussi, la gestion financière de la commune permet ou ne permet pas ce type de projet. Vous parlez d'un projet que vous aviez justement à la MAP de Vieux, oui, sur une installation d'épicerie, c'est ça, hein? D'accord. C'est pas un projet véritablement à MAP, hein, c'est quelque chose qui était dans l'air, quoi. Parce que
le truc de la map, c'est qu'il y a une synergie, quoi. Il y a des gens qui adhèrent à la map, des gens qui participent, des gens qui se rencontrent, des producteurs, des consommateurs, et puis on s'aperçoit qu'on n'est pas là simplement pour mieux manger, bien manger, etc. On est là aussi pour se confronter à des problèmes. Hein. Je veux dire, par exemple, quand on voit un agriculteur, au lieu de s'occuper du cours en bourse, il se préoccupe de l'état de l'eau, c'est François, et qui interpelle les élus et les responsables de la qualité de l'eau. On se dit, attends, ça nous étonne au départ, puis on se dit, faut qu'on aille avec lui, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui surgissent, des questionnements. Nous, on est simplement des consommateurs, mais quand on nous parle aussi de l'environnement, quand on nous parle des questions d'énergie, on a une productrice qui est confrontée à une implantation de panneaux photovoltaïques autour de sa production de miel. Voilà, il y a des questionnements qui nous sont posés, et à chaque fois, on réagit, et on a pas mal de gens qui s'investissent dans ces questions-là. Et je peux me permettre quelque chose qui me tient à cœur, et je vois il y a du répondant au niveau de notre AMAP, c'est les questions de solidarité. Et je trouve ça, c'est pas des gens qui ont de l'argent, qui sont riches, qui veulent bouffer bio. C'est aussi des gens de tous les milieux, de toutes les générations, qui partagent des idées. Et quand il y a une famille qui est hébergée à Feugerolles, une famille syrienne en grande difficulté, on installe un panier solidaire, et qui a fonctionné du tonnerre, où les gens, dans un cajot, ils déposaient des produits que chaque semaine on pouvait porter à la famille. Cette famille a succédé donc une famille ukrainienne. Et donc c'est des choses qui fonctionnent du tonnerre, quoi. Donc, rien que pour ça, c'est vraiment satisfaisant, cette histoire d'AMAP au niveau du village, quoi. Et des villages environnants. Moi, j'ai envie que ce soit une conclusion, hein. C'est beau, hein. Merci Pierre. Ah oui, vraiment. Une petite question, puis on va clore. Oui. Est-ce que vous travaillez avec le verger conservatoire de Malto? Alors, on a une mise en concurrence de deux vergers. Il y a le verger de Vieux, donc un verger municipal. Donc, François, tu vas pouvoir nous dire un mot du verger de Vieux. Et il y a le verger de Malto. Donc, on a eu des pommes vendues à la MAP pour le verger de Malto, et on a eu des pommes distribuées aussi du verger de Vieux. François, tu veux dire un mot? Parce qu'il y a aussi l'association des jardiniers viticaces, ça fait partie de tous les liens qui se créent. Voilà. Oui, le verger, c'est aussi une façon de consommer. Et c'est une façon aussi d'apprendre. Parce que nos concitoyens ont besoin de se confronter de nouvelles réalités, c'est-à-dire de faire eux-mêmes. Et ils n'ont plus le savoir-faire. Et donc, c'est une façon de transmettre. On est envahi de vie du casse ce soir. Hein. Merci à vous. Merci infiniment. Anaïg, on va clore notre conférence. Juste donner un rendez-vous d'une prochaine conférence qui aura lieu le mardi 4 février. On y évoquera le logement, la rénovation des logements chez nous. Hein. Donc, et comment agir au quotidien, les éco-gestes à la maison. Donc ça participe. Et nous aurons comme intervenants Biomasse Normandie qui sont pertinents en la matière. Ce sera assez technique et très intéressant également. Donc rendez-vous ce mardi 4 février. Merci à tous les intervenants. Je pense qu'on avait une complémentarité de discours, mais on va dans le même sens. Voilà. Merci Anaïg et rendez-vous donc au 4 février. Une bonne soirée et bon retour à vous. Et on peut partager un petit apéro avec des boissons locales, si vous le souhaitez. Apéro, accueil, parole juste.